Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de résolution de l'exercice 10 sur l'amplificateur différentiel. Alors dans cet amplificateur différentiel, on va avoir une tension d'alimentation de 20 volts entre ce point-là et ce point-là qui sera la référence des potentiels. On va avoir deux transistors NPN réputés identiques dont on considérera qu'ils ont un gain bêta qui vaut 100 et dont on modélisera les diodes par des diodes à seuil, de seuil égal à 0,6 volts, comme d'habitude, quoi. Voilà, tout ça, sauf avis contraire, effectivement, dans l'exercice. Et puis ensuite, il y a deux résistances, et ici, il y a un générateur de courant, type générateur de courant passif, qu'on a étudié précédemment, et qui, impose un courant qui le traverse à 2 mA, voilà, dès lors qu'il y a suffisamment de tension à ces bornes. Voilà, en gros, ce qui se passe. Et donc on va étudier ce circuit. Les entrées du circuit, il y a deux entrées. Il y a VE1, tension d'entrée sur la base du premier transistor, et VE2, tension sur la base du deuxième transistor. Et la sortie, ou les sorties, en fait, sont les courants I1 et I2. Alors on va s'intéresser principalement à I1, mais bon, peut-être on fera I2 aussi. De toute façon, le montage est parfaitement symétrique, donc dès qu'on connaît I1, on connaîtra I2, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc I0 c'est une source de courant constante, VAlim c'est 20 volts, etc. Tout est dit, donc on peut démarrer. Donc la question A, on dit en supposant que Q1 et Q2 fonctionnent en régime linéaire, écrire la loi des mailles passant par VE1, Q1, R, R2, Q2 et VE2. Alors on y va. La loi des mailles qui passe par VE1, Q1, fonction base émetteur, R, ensuite on passe ici sur R2, à travers R2, Q2 et puis VE2. Alors pour nous aider à faire cette loi des mailles, on va peut-être flécher quelques tensions quand même. Parce que donc là c'est une résistance, je flèche en convention récepteur, là en convention récepteur. Allez, les VBE je les flèche, mais je sais qu'ils vaudront 0,6 volts si mes transistors sont en régime linéaire. Voilà, j'ai toutes les tensions de la maille. Alors on va faire quelque chose qui est peut-être un peu inhabituel, on va essayer d'avoir une certaine symétrie dans l'écriture de cette loi des mailles. Donc c'est la question A. Allez, je vais dans ce sens-là, je parcours dans ce sens-là. J'ai VE qui est dans le bon sens. Donc on va écrire VE1. Les 0,6 volts, ils sont au sens inverse, donc je les compte négativement. La tension au bord de la résistance, elle est dans le sens inverse de parcours, donc ça fait moins, je la compte négativement, ça fait moins R IE1. En fait, ça c'est égal à la tension qu'on a ici au bord du générateur. Hein. On va l'appeler comment cette tension? On va lui donner une petite. On va l'appeler VI0, la tension au bord du générateur. Donc ça en fait c'est égal à VI0. Et si je fais la même chose de manière symétrique de ce côté-là, eh bien ça me donne VE2 moins 0,6 volts moins, et là je vais mettre R2, mais R2 c'est égal à R, donc ça fait moins R IE2. Voilà. Alors, je vais faire apparaître la tension VI0, c'est bien pour montrer la symétrie, mais après je vais l'enlever, je vais garder que la loi des mailles qui passe par ces tensions-là, en fait. Bon, vous auriez pu l'écrire plus conventionnellement, toutes les tensions dont les courants tournent dans un sens égale à toutes les tensions dont les courants tournent dans l'autre sens. Ça donnait le résultat aussi, il n'y a pas de problème. Ça faisait peut-être une écriture un peu moins symétrique, ça se résolvait sans doute aussi facilement. Voilà, bon, c'est juste pour montrer qu'il y a une symétrie dans le circuit. Donc dans l'égalité, alors ici j'ai les 0,6 volts qui vont s'en aller. Alors on va faire, ils vont s'en aller, mais ça c'est vite fait. Ce qu'il y a surtout, c'est que j'ai IE1 et IE2. Donc j'ai deux inconnus en courant, et donc j'ai qu'une équation. Et il va falloir que je trouve une autre équation pour éliminer ces inconnus en courant. Alors ça va être très simple, parce que en fait la loi des nœuds nous dit que, ici, que IE1 plus IE2, ça doit être égal à I0. Donc en fait on va pouvoir écrire IE2 en fonction de IE1. Alors on va l'écrire comme ça. Or, donc la loi des nœuds, elle dit que IE1 plus IE2 est égal à I0. Et ça entraîne donc que IE2, eh bien c'est égal à I0 moins IE1. Et donc je vais remplacer ça dans cette équation. Donc je vais avoir VE1 moins 0,6 volts moins R IE1 égale VE2 moins 0,6 volts
moins R, et là au lieu de mettre IE2, eh bien je mets I0 moins IE1. Voilà, je fais un petit peu de substitution. Voilà, les 0,6 volts, on l'avait annoncé du départ, ils sont de chaque côté, donc ça s'annule. J'ai oublié de marquer le 2 du VE2. Et cette fois, eh bien, la seule inconnue qu'il y a dans cette équation, c'est IE1. Donc on va isoler IE1. On va tous les mettre de ce côté, les IE1, et tout ce qui est connu de côté gauche, là. Donc VE1, on laisse là où il est connu. VE2, je le passe de l'autre côté, donc il faut que je retranche de chaque côté, il va être négatif. Égal. Qu'est-ce que je peux... Pardon. Du côté des choses connues, j'ai moins RI0 de ce côté, passer de l'autre côté, ça va faire plus RI0, égal. Et ensuite, eh bien, ici, on va avoir moins R fois moins IE1, ça fait plus RIE1. Et ici, j'ai moins RIE1, de l'autre côté, ça va faire encore plus RIE1. Voilà. Donc j'ai IE1 facteur de R plus R, ce qui nous fait donc 2R IE1. Voilà, j'ai plus qu'à isoler IE1. Et j'obtiens donc IE1, c'est VE1 moins VE2 plus RI0 sur 2R. Alors on ne va pas laisser comme ça, on peut l'écrire un peu mieux. Ça fait VE1 moins VE2 sur 2R. Et RI0 divisé par 2R, les R se simplifient, il nous reste plus I0 sur 2. Alors on va considérer maintenant, on va faire l'approximation ultra classique que le gain des transistors est infini, c'est-à-dire que le courant de base est négligeable. Donc l'approximation très classique, c'est de dire que le courant de collecteur, c'est égal au courant d'émetteur. Donc le courant de base vaut quasiment 0. Donc ça c'est une approximation qu'on peut toujours faire, puisque en régime linéaire, puisque le courant de base est 100 fois plus petit que les autres courants. Donc on obtient quoi? Bien dans ce cas-là, on obtient que I1 est sensiblement égal à IE1, égal à... Alors VE1 moins VE2, je vais laisser comme ça, on va écrire 1 sur 2R, facteur de VE1 moins VE2, plus I0 sur 2. Voilà, donc ça c'est un résultat important. Pourquoi c'est un résultat important? Eh bien parce que cette chose-là, qu'on a ici, là, c'est la différence de tension entre l'entrée 1 et l'entrée 2. Et ça, on va l'appeler epsilon. Comme on faisait avec les amplis hop, en fait. Voilà. Et on obtient quoi? Eh bien que le courant I1 à une constante près qui vaut I0 sur 2, eh bien, c'est quelque chose qui dépend uniquement après de epsilon. Donc de la différence des tensions entre l'entrée 1 et l'entrée 2. D'où le nom d'amplificateur différentiel, puisque la sortie est fonction de la différence des deux entrées. Voilà, sortie en courant, je vous le rappelle, pas de souci. Et puis, qu'est-ce qu'on peut voir aussi, c'est que si jamais on fait epsilon égale 0, c'est-à-dire on met les mêmes tensions ici sur chacune des deux bases, là, et bien dans ce cas-là, le courant I1 vaut I0 sur 2, c'est-à-dire 1 mA. Et bien ici, 1 mA, ça veut juste dire qu'il y aura 1 mA qui va arriver ici, et puis pour que ça fasse 2 ici, il y aura 1 mA aussi ici. Donc quand les deux tensions sont égales, eh bien, le courant I0 est réparti équitablement entre les deux transistors. Il y a une sorte d'équilibre comme ça. Les deux courants sont égaux. Voilà. Par contre, si jamais je mets un peu plus de tension ici que ici, eh bien, cette fois, ça va faire grossir I1, on voit, parce qu'ici il y a un coefficient positif par rapport à epsilon, et donc I1 va croître, et du coup, comme la somme des deux courants reste constante, eh bien, par la loi des nœuds, eh bien, I2 va décroître. Voilà. Et plus VE1 sera au-dessus de VE2, plus le I1 sera grand. Voilà. D'après cette loi, tant qu'on est en régime linéaire, bien sûr, donc on fera des petits... Après, on essaiera de voir quand est-ce qu'on est plus en régime linéaire. Donc voilà pourquoi ça s'appelle un amplificateur différentiel. Et donc, quand on a affaire à un amplificateur différentiel, eh bien, on aime bien parler de son gain différentiel en ampères par volt, puisque la sortie, c'est un courant, et l'entrée, ben, c'est une différence de tension. Ça, c'est en volts, et ça, c'est en ampères. Donc, le gain va être en ampères par volt.
Et quand un gain est en ampères par volt, on appelle ça aussi une transconductance. Voilà, un mot un peu compliqué, mais c'est pas autre chose qu'un gain. Et en fait, on va en déduire, donc ça va être la question, on va mettre le numéro de la question, on a la question F déjà. Hein. Donc la question F, eh bien le gain différentiel, c'est la variation de I1 divisé par la variation de epsilon qu'il a engendré. Autrement dit aussi, pour obtenir la variation de I1, il suffit de prendre la variation de epsilon et multiplier par ce fameux gain différentiel en ampères par volt. Voilà, si on veut calculer ça maintenant, eh bien, a priori, il suffit de dériver cette expression par rapport à epsilon. Bon, je vais écrire l'expression déjà. Donc, j'écris avec epsilon, hein, ça fait 1 sur 2r fois epsilon plus I0 sur 2. Alors, si on veut gagner du temps, on se dit que le epsilon, c'est le x de la fonction en haut, là, c'est x et x, on dérive. Et ça, c'est de la forme ax plus b, donc la dérivée, c'est le a qui est là, c'est-à-dire 1 sur 2r. Donc le résultat, là, je peux en mettre 1 sur 2r. Après, je peux le faire en calcul différentiel, hein, comme je vous ai expliqué, des fois c'est mieux, là ça serait plutôt moins bien, mais c'est pas grave, je vais le faire pour vous l'expliquer. Donc je peux dire que la variation du numérateur, comme c'est une somme, c'est la variation du premier terme plus la variation du deuxième terme. Donc c'est égal à la variation de 1 sur 2r fois epsilon, plus la variation de I0 sur 2, le tout divisé par la variation de epsilon. Voilà. Alors, I0 sur 2, c'est une constante, donc sa variation, ça vaut 0. Et puis ensuite, la variation de epsilon que multiplie une constante, c'est la constante que multiplie la variation de epsilon, ça aussi on l'avait déjà vu. On peut écrire donc que c'est 1 sur 2r que multiplie la variation de epsilon divisé par la variation de epsilon, et ça nous donne 1 sur 2r. Voilà. Donc résultat qu'on aurait pu obtenir directement en faisant la dérivée. Voilà, donc c'est la somme de ces deux résistances en fait. 1 sur 2r, de manière plus générale. Voilà, on a rempli le tableau, donc je vais faire une petite pause vidéo. Je vais effacer, noter ces résultats dans un coin du tableau, et puis on attaque la suite après de l'exercice. Alors, nous voilà repartis dans cet exercice 10. J'ai rappelé les résultats précédents, c'est-à-dire que I1 ici était égal à 1 sur 2r fois epsilon plus I0 sur 2. Epsilon était la différence de tension entre l'entrée 1 et l'entrée 2. Donc entre cette tension-là et cette tension-là. Entre ce potentiel-là et ce potentiel-là. Et le gain différentiel, donc c'est ce qui multiplie le epsilon, là, dans cette formule, ça vaut 1 sur 2r. Alors j'ai fait l'application numérique. Vu que les résistances font 500 ohms, eh bien ça fait 1 sur 2 fois 500. Ça fait 1 sur 1000. Voilà. Et 1 sur 1000, eh bien ça veut dire que ça fait 1 sur 1000 en ampères par volt, et donc si on met en milliampères par volt, ça fait 1 milliampère par volt. Voilà. Ça veut dire que ce courant I1 va croître de 1 milliampère par volt de epsilon. Voilà. Alors, on va se poser la question de savoir quand est-ce que cette relation est valable, parce que je vous rappelle, c'est valable que si le transistor est en régime linéaire. Voilà. Alors déjà, on va se poser la question de savoir ce qu'il faut pour que le transistor sature. Et pour que le transistor sature, donc c'est la question, je crois que c'est la question, voilà, G. Pour quelle valeur de VE1 Q1 entre-t-il en saturation? Donc c'est la question G. On va mettre ici. Et ensuite on raisonne sur Q1, et pour qu'il rentre en saturation, eh bien, il faut qu'il conduise que sa diode base collecteur se mette à conduire. Donc il conduise de la base vers le collecteur. Voilà, et il faut donc que le potentiel de base soit supérieur de 0,6 volts au potentiel de son collecteur. Alors, potentiel de collecteur, je vais le fléchir, on va lui donner un nom celui-là. C'est VC1. Mais VC1, de toute façon, il est relié au 20 volts, donc il vaut 20 volts. Donc en fait, il faut. Alors, saturation de Q1 si. Eh bien, on va écrire donc VE1, puisque le potentiel de base ici c'est VE1, eh bien, égale VC1 plus 0,6 volts pour faire conduire la tension, la diode base collecteur de Q1. VC1, comme c'est relié au 20 volts, c'est un potentiel fixe, ça vaut 20 volts. Donc ça fait VE1 égale 20,6 volts. Voilà, donc il faut que le potentiel de la base de ce transistor dépasse la tension d'alimentation.
et le transistor va saturer. Mais tant que ce potentiel de base sera inférieur à la tension d'alimentation ici, eh bien le transistor sera en régime linéaire a priori. Enfin, il ne sera pas saturé. Parce qu'il y a l'autre, il peut être bloqué aussi. Hein. Et ça, on va voir, bloqué, ça va se traiter plus simplement dans la question d'après. Bon, là, c'est pas que ça a été très compliqué. Et c'est pareil pour Q2. Donc, en fait, pour avoir le régime linéaire, il faut d'une part que les tensions d'entrée VE1 et VE2 restent inférieures à la tension d'alimentation. Et on va donc travailler dans cette hypothèse maintenant, puisqu'on dit, question H, sachant que VE1 et VE2 demeurent inférieurs à 20 volts, donc la tension d'alimentation, tracer l'allure de la courbe de I1, alors c'est I1 plutôt, en fonction de epsilon. Donc on va tracer la courbe de I1 en fonction de epsilon, donc en fait, comme le transistor n'est pas saturé, puis on va supposer qu'il n'est pas bloqué, enfin on va tracer cette courbe-là, déjà, on va voir ce que ça donne. Alors je vais faire les axes. Donc ici on va avoir epsilon, donc epsilon, ça peut être positif ou négatif, hein, selon que VE1 plus grand que VE2, ou VE2 plus grand que VE1. Par contre, le courant dans le transistor, là, I1, c'est un transistor bipolaire, du fait de sa diode d'émetteur, là, il peut conduire que dans ce sens-là. Donc I1, il peut pas être négatif, donc c'est pas la peine de tracer dans le négatif. Voilà, on fait un axe comme ça. Et ici, je mets I1. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette fonction-là? Eh bien, on sait déjà que si epsilon vaut 0, le résultat, c'est I0 sur 2. Donc I0, il vaut 2 mA, divisé par 2, ça nous fait 1 mA. Donc en fait, quand epsilon vaut 0, on aura 1 mA, c'est le cas où le courant I0 se répartit équitablement entre les deux transistors. Voilà, donc ici c'est 1 mA ici. Et puis si on fait décroître epsilon, par exemple, si on fait epsilon, on fait décroître, et par exemple, on le prend à moins 1 volt, eh bien, le I1 va décroître de 1 mA. Voilà, puis ça, enfin, si je trace, on va tracer cette courbe-là. On va tracer cette courbe-là. Donc, en fait, ça, c'est l'équation de droite qui passe par 1 mA. Allez, on va la tracer. Et je vais la mettre en pointillé, parce qu'elle ne va pas être vraie tout le temps. On va faire plutôt comme ça. Donc, ça, voilà, si je trace l'équation de droite, c'est une droite de pente 1 sur 2R. Mettons que la pente de 1 sur 2R, ça fasse quelque chose comme ça. Et maintenant, on va se poser la question de savoir si ça va être vrai tout le temps, cette chose-là. Et bien sûr, il va y avoir des problèmes, puisque ici, à partir d'ici, on obtient un I1 négatif. Et ça, on sait que c'est pas possible, que le courant remonte dans la diode. En fait, quand le I1 a tendance à devenir négatif, c'est que la diode base émetteur va se bloquer, c'est que le transistor va se bloquer. Et quand le transistor est bloqué, au lieu que le courant soit négatif, il va être nul. Donc déjà, voilà la vraie courbe. Donc là, celle-ci, je peux la mettre en très plein parce que ça va être la vraie courbe. Mais par contre, elle n'ira pas dans le négatif. Ici, elle va rester à 0. Voilà, on peut même calculer ici pour quelle valeur de VE on aura le 0. Eh bien, c'est quand on pourrait écrire ici I1 égale 0 puis résoudre l'équation. Mais enfin, on sait que ça vaut 1 mA et que ce gain vaut 1 mA par volt. Voilà, donc il suffit en fait qu'on mette ici on égale moins 1 volt, on fait descendre de 1 mA ici, on obtient un 0. Voilà, donc ici c'est pour epsilon égale moins 1 volt. Alors l'autre question qu'on peut se poser maintenant, c'est jusqu'où ça va monter ici. Voilà, et il va y avoir un plafond. On ne va pas pouvoir monter à l'infini, parce qu'ici on a une source de courant de 2 mA. Voilà. Et ensuite, donc ici, il peut y avoir jusqu'à 2 mA, mais il ne pourra pas y avoir 3 mA par exemple, parce que ça voudrait qu'il y ait 2 mA dans cette source, et 1 mA qui remonte à l'envers dans Q2. Et ça, c'est pas possible, hein. Q2, il va bloquer, hein. Il ne peut pas conduire le courant à l'envers non plus. Il y a sa diode base émetteur qui bloque. Donc en fait, on va avoir un plafond aussi, pareil ici, à 2 mA. Voilà, donc si le 1 mA c'est là, je monte au double, et ici, à 2 mA, eh bien, je vais avoir un plafond. Donc ça va monter comme ça. Et en fait, le plafond, c'est simplement Q2 qui va être bloqué. Là. Donc, comment dire, de là à là, enfin plus loin, c'est Q1 bloqué. Voilà. Quand on va être... Alors ici, tiens, que vaut la tension? Comme c'est une droite ici de pente 1 mA par volt,
ça c'est la pente hein, ici, le fameux gain ici, et bien pour avoir 2 mA, ça veut dire que epsilon aura monté de 1 volt. Voilà, 1 mA plus 1 mA, ça fera 2 mA. Et dès qu'on aura dépassé les 1 volt ici, bien de là à plus loin, ben cette fois c'est Q2 qui est bloqué. Là. Et donc entre les deux ici, eh bien on a Q1 et Q2 non bloqués, et en fait ils sont donc en régime linéaire. Là. Ici, d'ailleurs, je pourrais mettre que Q1 bloqué, mais Q2 est en régime linéaire, et ici, c'est l'inverse, Q1 en régime linéaire. On peut rajouter une autre chose sur cette courbe, c'est on a la sortie I1, on peut s'intéresser à ce qui se passe sur I2. Alors, je vais mettre I2 en rouge, et I2, en fait, eh bien, ça va être complètement symétrique. C'est-à-dire que I2, eh bien, au début, quand on est au point d'équilibre, de toute façon, il y a 2 mA dans les deux transistors, équitablement répartis. Et puis ensuite, eh bien, I2, de toute façon, c'est 2 mA moins I1, c'est ce qu'on avait vu hein, par la loi des nœuds ici. Et donc, en fait, quand I1 va croître, eh bien, I2 va décroître. Donc I2, il va être comme ça. Alors, je le fais passer sur mon écriture, tant pis. On va la réécrire. Alors, ça va faire comme ça. Voilà. Puis ici, à partir de là, il va être nul. Donc là, j'ai 1 mA. Voilà. Et ensuite, quand I1 va descendre à 0, bien I2 lui sera égal par la loi des nœuds. Il va monter en ligne droite. Je n'ai pas bien réussi ma ligne droite. On va essayer de faire mieux. Voilà. Il va monter jusqu'à 2 mA. Ça devrait coïncider avec ça aussi. Voilà ici. On va essayer de tracer tout ça bien mieux. Voilà. Bon, vous avez des feuilles avec des carreaux pour faire quelque chose de bien propre. Et ensuite, ça va, lui aussi, il va plafonner à 2 mA, comme ça. Voilà, donc ça c'est I2. Et en bleu, on va mettre ici, c'est I1. Voilà, donc on voit pas mal de choses sur ce fonctionnement. Donc on voit quand les transistors se bloquent, on sait quand ils vont être saturés, on sait tout avec ça. Voilà. Voilà, j'ai pas ma courbe, j'ai l'impression qu'il y a une cassure, mais normalement c'est la même pente partout. Là. Je sais pas. Faut que j'essaie de faire un truc plus propre. Voilà, ça descend avec la même pente partout. C'est une droite là. Voilà. Alors a priori, ça peut fonctionner avec des valeurs de VE qui sont inférieures à 20 volts. L'autre question qu'on peut se poser, c'est les valeurs de VE. Est-ce qu'elles peuvent descendre par exemple en dessous de la tension d'alimentation ici qui est à 0 volts? Alors ça serait le cas si ce générateur de courant était un générateur de courant idéal. En général, ces générateurs de courant sont des sources de courant passifs, comme on a vu avant. Et pour fonctionner, eh bien, il faut qu'il y ait une tension minimale ici, aux bornes du générateur. Donc on avait vu dans l'exercice sur le générateur de courant, je crois qu'il fallait 0,6 volts pour que ça fonctionne. Voilà, on va dire qu'il est fait peut-être un petit peu différemment. Pour qu'il fonctionne, il est bien énoncé qu'il faut qu'ici il y ait au minimum 1 volt. Voilà. Et la question, c'est savoir jusqu'où on peut descendre les valeurs de VE1 et VE2 en fonctionnement linéaire pour qu'il y ait au moins 1 volt ici. Voilà. C'est ce qu'on va voir maintenant. Allez, je fais une petite coupure vidéo puisqu'il faut que j'efface le tableau. Bon, je vais effacer le tableau.